Samedi 8 juin. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast, un épisode exceptionnellement enregistré le samedi. Comme Dame Nature a décidé de se joindre au Grand Prix et de venir bouleverser les séances d'essais libres et surtout les différents programmes que les écuries avaient préparés pour cette journée-là, mais c'est devenu difficile pour nous d'être capable de tirer des conclusions et de vous concocter un épisode avec de bonnes analyses pour vous préparer pour le week-end, comme on essaye de notre mieux de le faire normalement dans cette formule Votre Guide. Donc, on a décidé de transférer ça à samedi, de vous parler plutôt de la séance d'essais libres qui a lieu samedi matin, mais surtout des séances de qualification. On n'a pas dérogé de nos habitudes. Je vais aussi vous parler des différentes améliorations que les écuries ont apportées pour ce week-end au circuit Gilles Villeneuve. Je vais surtout vous parler des caractéristiques du circuit. Mais avant, voici l'actualité dans le monde de la Formule 1. Eh bien, ça a été une semaine occupée au niveau de l'actualité. On vous en parlait en début de saison que le sujet qui risquait le plus de retenir l'attention en 2024, c'est cette situation particulière où 14 pilotes avaient la possibilité de se retrouver sans contrat au terme de la présente saison, ce qui signifie aussi que 14 volants pouvaient devenir disponibles. Au moment où on se parle, il n'en reste plus que 9, car Red Bull a décidé de reconduire Sergio Pérez avec une prolongation de contrat qui le mènera à la fin de la saison 2026, ce qui signifie qu'il restera le coéquipier de Max Verstappen. Certains ont peut-être été surpris par la décision, d'autres non. Il y avait plusieurs rumeurs qui allaient dans ce sens, mais il y avait aussi les performances de Sergio Pérez lors des derniers Grands Prix qui pouvaient peut-être permettre de douter que Red Bull allait aller dans ce sens. Il y a aussi le fait que Carlos Sainz est toujours disponible. Il y en a d'autres qui pouvaient mentionner le nom de Yuki Tsunoda. Il n'a pas été considéré par l'écurie autrichienne. Par contre, on lui a offert une prolongation de contrat avec notre écurie sœur, c'est-à-dire Racing Bulls. Il aura une saison de plus. L'annonce a été faite avant la séance de qualification de samedi à Montréal. Il y a aussi le pourquoi qu'on veut aller du côté de Perez chez Red Bull. Eh bien, il y a Carlos Slim, qui est un multimilliardaire, un des hommes les plus riches au monde, qui est derrière le Mexicain depuis le début de sa carrière. Ça peut aussi aider là, en tout cet argent-là qu'il apporte en commanditaire. Ça peut aussi aider à peut-être fournir des augmentations de salaire à Max Verstappen, même s'il a un salaire, un contrat jusqu'à 2028, ben vous savez qu'on peut toujours ouvrir ça et ajuster les montants, surtout lorsqu'on gagne des championnats du monde, eh bien on a des bonnies rattachés à ces contrats-là. Max Verstappen, là, on peut marquer un certain montant, là, des fois ça tourne aux alentours de 60 millions de dollars, c'est ce qu'on lui promet dans une saison, mais ça peut monter facilement jusqu'à 75, 80, peut-être même jusqu'à 100 millions. Donc on veut se protéger pour ça. Donc ça pourrait être une alternative pourquoi on décide de sécuriser les services de Sergio Pérez. Il y a aussi le fait qu'on a maintenant une bonne entente, même si au début, des fois, Sergio Pérez ne composait pas nécessairement bien avec le fait qu'il avait énormément de difficultés à rivaliser avec Verstappen, mais il semble plus serein avec cette situation-là. On a été nombreux dans l'entourage de Red Bull à mentionner qu'il avait changé de philosophie depuis le début de la saison. Je crois qu'il a compris que de ne pas essayer nécessairement de battre Verstappen en piste, mais plutôt de donner son meilleur, d'être le plus près possible du pilote néerlandais, du triple champion du monde. C'est ce qu'on s'attend de lui chez Red Bull. On veut seulement qu'il livre la marchandise en tant que numéro 2. S'il est capable de le battre, de rivaliser avec, tant mieux, mais on lui demande juste de faire son travail et d'être le plus près possible. C'est ce qu'il faisait en début de saison, c'est ce qu'il a plus de difficultés à faire depuis certains Grands Prix. Donc, ça sera à suivre parce que ça pourrait aussi venir causer un débalancement au sein de l'écurie. On sait qu'on doit rivaliser avec des duos très solides ailleurs, notamment chez McLaren qui ont Norris et Piastri, du côté de Ferrari qui a présentement Leclerc et Sainz et qui aura Leclerc et
Hamilton à compter de la saison prochaine. Du côté de Mercedes, eh bien, on a toujours George Russell qui est un bon pilote. Présentement, on a un bon duo avec Hamilton, mais on pourrait aussi avoir un duo compétitif si on décide d'emmener le jeune Kimi Antonelli. Peut-être pas dès ses premiers élans en F1, mais aussitôt qu'il pourra sécuriser, apprendre le métier un petit peu, là, comment que le championnat du monde se comporte, là, d'aller au plus haut niveau. Bien, à ce moment-là, il pourrait prendre du galon et devenir aussi un duo solide. Donc, on a du pain sur la planche là, du côté de Red Bull. On ne peut pas laisser des points sur la table. Donc, tout ça, à ce moment-là, ça va mettre énormément de pression sur Perez et la soupe pourrait devenir très chaude, même si elle l'a déjà été lors des dernières années. Sauf que Verstappen venait un peu là, combler cet écart-là que le Mexicain, des fois, provoquait. Là, on est rendu à 24 points au championnat avec Ferrari. Donc, ça va être important pour Perez de reprendre son élan et d'essayer d'accumuler le plus de points possible pour ne pas donner d'espoir aux autres équipes, de penser qu'on pourrait peut-être capturer le championnat des constructeurs. Du côté de Red Bull, on veut garder cette bagarre psychologique-là et de ne pas concéder de cet écart-là, concéder des points à nos rivaux. On veut vraiment continuer de grossir cet écart-là et de gagner une certaine sécurité au cours de la saison, même s'il n'y a jamais rien de fini avant qu'on arrive à la fin. Mais 24 points, là, je suis sûr qu'on voudrait avoir quelque chose. On voudrait mieux dormir et mieux respirer un peu là, du côté de Red Bull parce que ça peut changer très vite, notamment à Montréal au cours du week-end. Il suffit que Ferrari ferait une belle performance ou que McLaren soit compétitif, et là, on pourrait se retrouver quand même avec un écart qui pourrait être plus dangereux. On pourrait même quitter le week-end et ne plus être à la tête du championnat constructeur. Autre situation pour les pilotes autonomes, eh bien, c'est du côté de Alpine. On a annoncé qu'on n'allait pas reconduire Esteban Ocon, on n'allait pas lui offrir une prolongation de contrat. En d'autres mots, on lui a dit qu'il pouvait se trouver du boulot ailleurs. C'est ce qu'il avait déjà entamé d'ailleurs. Il avait déjà des négociations avec Audi qui semble chercher un plan B pour c'est Carlos Sainz qui vraisemblablement ne semble pas vouloir aller avec ce projet-là. Audi qui fera son arrivée en 2026, mais il y aura d'abord une transition chez Sauber dans la saison 2025. Ocon est aussi en négociation avec l'écurie américaine Haas. On a probablement dans l'idée d'emmener Oliver Burman pour lui laisser une préparation pour... C'est un pilote Ferrari, mais on sait qu'il a déjà une entente entre Haas et la Scuderia. Donc, si j'avais un petit 2$ à mettre, je le mettrais sur Berman pour remplacer Hülkenberg. Mais il y a Magnussen. Magnussen, depuis le début de la saison, il accumule les points de pénalité. Il est déjà rendu à 10. Il manque 2 petits points pour avoir une suspension. C'est pas lui qui a les meilleurs résultats depuis la saison dernière. Plus souvent qu'autrement, il est derrière Hülkenberg. Hülkenberg qui offre des performances solides, mais c'est lui, il quitte la saison prochaine. On fait de la place à Berman. Est-ce qu'on voudrait amener un pilote d'expérience? Pauvre Oliver Berman qui commencerait une carrière aux côtés d'Esteban Ocon, pas le plus facile à avoir comme coéquipier. Parlez-en à tous ceux qui ont eu la chance, entre parenthèses, de travailler avec le Français depuis le début de sa carrière. On peut nommer les Perez, Alonso et tout récemment Pierre Gasly. Donc, mais ça pourrait être une possibilité là, qui poursuit sa carrière chez Haas. Car Esteban Ocon a sa place en Formule 1. Il fait partie des 20 meilleurs pilotes au monde. Il l'a prouvé qu'il est capable d'être rapide. Son problème à lui, c'est pas ce qui se passe en piste au niveau vitesse, mais c'est plutôt ses décisions qui va envers ses coéquipiers ou envers d'autres pilotes parfois qu'il est beaucoup trop agressif et ça se finit avec des situations qui donnent des maux de tête à ses écuries et ça dure là, depuis ses tout débuts. On lui avait même demandé à un moment donné d'aller s'asseoir et de regarder l'action pendant une saison. On l'avait foutu à la porte là, du côté de Lawrence Stroll quand il avait décidé d'emmener son fils lorsqu'il avait acheté l'écurie Force India. Il avait gardé Sergio Perez, il avait apporté son fils Lance Stroll, donc c'est Esteban Ocon qui avait été coupé. Heureusement, Toto Wolff l'avait pris comme pilote d'essai du côté de Mercedes, question de le garder à l'œil des autres écuries, qu'il ne se fasse pas oublier et qui s'est finalement retrouvé du boulot chez Renault. Il a quand même été là pendant 5 ans, mais là on
a décidé qu'il était temps de passer à d'autres choses. Et ce autre chose-là, eh bien, c'est Jack Doohan, qui est un Australien de 21 ans. Il a été pilote de réserve pour l'écurie française depuis un certain temps. Il a aussi été, il a terminé troisième en Formule 2 lors de la saison 2023 et vice-champion en F2 lors de la saison 2021. Donc, c'est un gars qui a quand même prouvé qu'il était capable d'être rapide. Ça a déjà été aussi un membre de l'équipe junior de l'écurie Red Bull. Il a aussi un père qui est célèbre, qui a été 5 fois champion du monde de moto, donc dans la catégorie 500cc. Pour ceux qui sont un peu familiers avec ce sport-là, eh bien, c'est Mike Doohan, son père. Donc, la course automobile, il a ça dans le sang. Il semble être dans les bonnes grâces de Bruno Famin. Donc, ça devrait être lui qui devrait remplacer Esteban Ocon. On lui avait même demandé de participer à la première séance d'essai libre à Montréal. Vous doutez, là, on en parlait en début d'épisode avec toutes les températures qu'il a eues. Malheureusement pour lui, il n'a pu compléter seulement qu'un tour plutôt. Moi, je pensais que c'était peut-être qu'on avait voulu protéger, qu'on voulait pas qu'il arrive nécessairement un accident. Je pense que ça fait partie de la décision, mais c'est aussi le fait qu'on a voulu protéger un train d'intermédiaire, essayer de garder le plus de choses possible pour Esteban Ocon. On s'est dit, tant qu'envoyer quelqu'un qui ne fera pas nécessairement des références qui pourront nous aider pour les réglages, on va plutôt conserver ça pour Esteban Ocon dans l'après-midi si on a besoin de ça. Donc, c'est ce qu'on a donné comme explication, mais je suis sûr que ça l'a peser dans la balance aussi du fait que c'est pas la meilleure place pour envoyer un pilote qui veut se familiariser avec une Formule 1 sur un circuit de Montréal, sur un asphalte neuf, sur un circuit détrempé, avec des conditions changeantes, des vents qui peuvent se lever à tout moment. On s'est dit, je pense qu'on est mieux de protéger notre quincaillerie et de ne pas envoyer le jeune. Mais on a déjà confirmé qu'il y aurait d'autres essais, c'est sûr, on veut l'avoir comme remplaçant, donc on veut avoir un plus grand échantillon de ce qu'il sait faire au volant de notre voiture. Celui qui reste le pilote qui est le plus courtisé dans les agents libres, eh bien, c'est Carlos Sainz. Carlos Sainz qui se rapproche de plus en plus de Williams, même s'il veut le démentir, s'il le démentit, il dit que s'il n'y a rien de confirmé, il n'a toujours pas pris sa décision. Du côté de James Vowles, directeur de l'écurie, eh bien, de son côté, il a mentionné qu'il n'avait rien de confirmé, qu'il continue de faire un travail de vente auprès de l'Espagnol, tenter de le séduire pour qu'il décide de faire comme Alex Albon a fait il y a quelques semaines et s'est décidé d'embarquer dans le projet Williams, de se commettre pour plusieurs saisons. On avait aussi parlé qu'il y aurait possiblement une saison avec des années d'options, donc il pourrait sortir si jamais ça faisait pas son affaire ou s'il avait une opportunité d'aller pour une écurie de premier plan, parce que ça reste le but de Sainz. Il veut continuer de compétitionner à l'avant du peloton. Il veut aussi devenir champion du monde. Il veut remporter des grands prix. Il en a fait il l'a déjà fait cette année ou l'année précédente aussi, donc il veut continuer sur cette lancée-là. Du côté de Williams, ce qu'on mentionnait aussi, c'est qu'on a énormément de progression qui s'en viennent. On dit qu'on a une bonne voiture, qu'on sait qu'on a une fenêtre de performance. Il suffit de réduire le poids de cette monoplace-là pour être capable d'en extraire ce qu'on a préparé, d'en extraire ces performances-là. James Vowles a aussi mentionné qu'il y a 30 employés de différentes écuries dans les paddocks qui vont transférer chez Williams au cours des prochaines semaines. On attend pour faire une annonce officielle. Donc ça, c'est assez majeur, là. Puis il dit qu'on est allé chercher du personnel clé. Donc, toutes ces personnes-là là, qu'on a été capable de rapatrier, ça va venir se joindre à ce projet-là. James Vowles, là, qui fait du bon travail, hein. Puis c'est pas un gars qui commence en Formule 1, c'est un gars qui a déjà roulé sa bosse, il a fait ses preuves en s'occupant des stratégies chez Mercedes pendant plusieurs saisons. Il y avait notamment Jacques Villeneuve, là, pour ceux qui ont eu la chance de l'écouter ou qui n'ont pas eu la nouvelle qu'on avait publiée sur notre page Facebook. Jacques Villeneuve est analyste tout au long du week-end de course au Canada. Il va travailler avec le réseau Sky Sports, qui est diffuseur sur le réseau TSN au Canada. Donc, vous avez la chance d'entendre ses commentaires, même si certains en ont profité pour faire des blagues sur Jacques Villeneuve. C'est un peu dans notre ADN au Québec, là. On critique souvent les gens qui viennent de chez nous. Quand c'est Lance Stroll pour ses performances, on critique. Et même quand on a Jacques Villeneuve qui a remporté un championnat
du monde, ben on le critique quand même. Il faut croire que c'est plus fort que nous et ça fait partie de notre ADN au Québec. Mais Jacques Villeneuve, quand même, c'est un gars qui peut apporter des analyses parfois très sévères, mais très près de la réalité. Il sait exactement comment ça se passe, autant du niveau ingénieur, du niveau direction d'une écurie, mais aussi en tant que pilote, lui-même qui a remporté plusieurs grands prix et notamment un championnat du monde en 97. Et lui, il connaît bien James Valls, car James Valls a fait ses débuts chez BAR en sortant de l'école. Donc, il avait de très bons mots pour lui. Et c'est ce qu'on a la chance de voir. On apprend de plus en plus à le connaître, même si on avait vu ce qu'il savait faire chez Mercedes. Mais là, il vole de ses propres ailes depuis la saison dernière. Il commence vraiment à monter une équipe solide du côté de Williams, même si on a eu des ennuis là, dans l'approvisionnement de pièces et toutes ces choses-là. Mais on est en train de mettre la structure et tout ça, ça fait partie des ajustements. Donc, 30 employés qui devraient rejoindre l'équipe britannique au cours des prochaines semaines. Donc, on va avoir ça à l'œil, voir s'il va y avoir quelques noms qu'on connaît et surtout où on va avoir réussi à aller les chercher. Du côté de Red Bull, eh bien, Pierre Vacher, qui est le nouveau directeur technique, il est là depuis plusieurs saisons, mais c'est lui qui prend la relève d'Adrian Newey, même si plusieurs rapports mentionnent qu'il est qu'il faisait déjà il remplissait déjà ces tâches-là depuis un certain temps. C'est lui qui a fait qui aurait travaillé à la conception de la RB20, eh bien, il mentionne présentement que Red Bull travaille sur 3 voitures. La voiture RB20, on continue d'essayer de la développer. On travaille sur la RB21, voiture de l'an prochain. Et on travaillerait aussi on travaille sur le moteur de la RB22. Donc, on n'a pas le droit de travailler sur la voiture de 2026. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit du côté de Red Bull pour ne pas se retrouver dans le trouble. Et il mentionnait qu'on travaille sur 3 voitures. Donc, RB21 qu'on veut continuer, RB20 qu'on veut continuer d'améliorer, RB21 pour l'an prochain, et sur le moteur de la RB22. Donc, c'est ce qu'on a beaucoup de travail du côté de l'écurie autrichienne, c'est ce qu'on mentionnait. On vous parle là, de Pierre Vacher, relève d'Adrian Newey. Adrian Newey qui a annoncé son départ, ça fait déjà un mois. Il y a beaucoup de rumeurs qui entourent tout ça. On pense qu'il va aller chez Ferrari. Du côté d'Eddie Jordan, qui est son agent, un ami proche, qui a négocié le départ de Newey de chez Red Bull, lui dit que ça sera possiblement la retraite, du moins un recul forcé par le contrat qu'il avait signé, mais aussi parce qu'il doit prendre des vacances. Le premier à sa femme, il a acheté un yacht, il aimerait découvrir le monde, un voyage à Paris, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on mentionne. Sauf qu'il y a une chose là, qui a fait revenir les rumeurs dans l'actualité. C'est le fait qu'Adrian Newey a signé, un partisan lui a donné un drapeau Ferrari et Adrian Newey l'a signé. Vous pouvez en tirer les conclusions que vous voulez. Est-ce qu'il aurait refusé de signer un drapeau plutôt, il y a quelques semaines de ça ou quelques mois de ça? Est-ce qu'il aurait refusé de le faire? On ne sait pas. Adrian Newey, c'est un gars qui est très gentil, très courtois. Peut-être que c'est pas la première fois qu'il signait des drapeaux de d'autres écuries, sauf qu'il y a quand même peut-être un lien à faire pour ceux qui cherchent à en faire. Il y a aussi des questions à se demander pour dire pourquoi tu mettrais ta signature sur un drapeau d'une écurie que tu n'as jamais travaillé pour. Est-ce que c'est parce que tu penses que dans le futur, c'est une place que tu vas aller? Donc, je vous donne l'information et je vous laisse aussi tirer les propres conclusions que vous en voulez avec ça. Mais c'est certain que ça va continuer, cette vidéo-là est devenue virale et ça va continuer quand même de faire couler de l'encre et d'alimenter les rumeurs. Autre nouvelle, eh bien, c'est cette annonce de la FIA qui a sorti son concept pour la réglementation de 2026, ce qui est loin de faire l'unanimité chez les différents dirigeants de la Formule 1. Mais tout d'abord, c'est une nouvelle qui m'a surpris. Surpris, c'est le moment qu'on a choisi pour faire ça en plein Grand Prix de Montréal, journée médiatique du jeudi. La FIA vient soutirer toute l'attention, venir jeter un ombre sur le Grand Prix du Canada pour sortir cette nouvelle-là. Une nouvelle qui est même pas officielle puisque tout ça doit être confirmé lors d'une rencontre le 28 juin. Donc, pourquoi ne pas avoir fait ça mercredi? On aurait pu en discuter pareil lors du Grand Prix, mais sans s'accaparer la journée de jeudi, la journée qui appartient aux médias. On aurait pu aussi tout simplement attendre lundi
lundi, mais la meilleure chose, je pense, ça aurait été d'attendre que ça soit officiel, que tout le monde accepte cette réglementation-là et d'en faire l'annonce. Pourquoi qu'on a décidé de choisir ce moment-là? Ben, c'est comme si on avait décidé d'aller de l'avant, de l'annoncer au public et d'utiliser le public qui serait peut-être d'accord avec ce qu'on présente et d'utiliser ça comme pression pour enfoncer ça dans la gorge des directeurs d'écurie qui ne sont pas contents du 50-50. On veut aller vers une motorisation, grossir la participation du volet électrique, donc vraiment qu'on soit 50-50. Si on dit qu'on n'est pas rendu là, les différentes écuries font déjà des tests depuis quelques mois, même depuis 1 an, et si on le sait que c'est pas réaliste, du moins pas pour 2026 et qu'on arrive à ça, c'est peut-être pas ce qu'on s'attendait. Donc à ce moment-là où on a peut-être déjà communiqué à la FIA de dire allez pas vers ça parce que ça marchera pas, faut vous nous donner un petit lousse là, pour le 50-50. Alors à ce moment-là, là, on annonce que ça devrait être ça pour l'instant qu'on envisage d'aller vers là, donc on n'est pas content. Il y a aussi cette fameuse, on va aller vers un aérodynamique mobile, donc on veut, vous savez, là, abolir le DRS. Le DRS qui sert, c'est un dispositif de réduction de traînée. Donc, lorsqu'on est en ligne droite et qu'on n'a pas besoin de cet appui aérodynamique-là, les pilotes ouvrent l'aileron lorsqu'on est à moins d'une seconde, bien sûr, de la voiture qui est à l'avant de nous ou en qualification, on peut s'en servir dans ces zones DRS. Vous savez déjà le principe. Bien ça, ce dispositif-là, on le retire, mais on veut que les pilotes soient capables de se débarrasser de cette traînée-là en ligne droite. Et lorsqu'on arrive dans les virages et on a besoin de cet appui-là, question de négocier les virages plus rapidement, bien là, à ce moment-là, on peut réactiver notre appui aérodynamique, fermer ces volets ajustables-là sur nos ailerons avant et ailerons arrière pour regagner cet appui-là. Donc, on va donner plus de liberté aux pilotes. Ça va venir aussi jouer sur le côté stratégique, sauf que ça aussi, on n'est pas trop d'accord parce que ce que ça fait, selon Andreas Stella, qui est directeur de l'écurie McLaren, c'est que ça fait des voitures qui sont plus rapides en ligne droite, mais plus lentes dans les virages. Et ça va à l'envers de l'ADN d'une Formule 1. Car aller vite en ligne droite, beaucoup de voitures sont capables de faire ça, même des voitures de rue qu'on peut s'acheter, là, que le commun des mortels est capable de débourser un montant pour avoir. On a des voitures qui sont très rapides en ligne droite. Une F1, ce qui fait la différence, qui vient différencier une F1 de toutes les autres voitures dans le sport, c'est sa vitesse à négocier des virages. C'est là qu'une F1 gagne tout son momentum et c'est là qu'une F1 vient impressionnante. Donc, pour moi, je ne veux pas voir les voitures commencer à aller plus lentes en virage et être plus rapides dans les lignes droites. Pour moi, ça m'intéresse pas. C'est pas ça la Formule 1. C'est ce qui est vraiment spectaculaire, c'est de voir à quelle vitesse on est capable de négocier ces virages-là sur des circuits justement comme Silverstone, des circuits comme en Autriche. Donc c'est là que vraiment la F1 prend tout son sens. Donc on veut retirer ça. Ça va un peu à l'envers là, de la raison d'être de la Formule 1. On mentionne aussi que les voitures risquent par le fait même, à cause qu'on prend moins de momentum en virage et un circuit est composé de plus de virages que de lignes droites. Donc, ça fait que les voitures vont être beaucoup plus lentes qu'auparavant. Donc, est-ce que ça va être vraiment encore des Formule 1 ou ça va devenir, il y en a certains qui ont avancé que ça va devenir des Formule 3. Donc, on est très, très loin de s'entendre. Donc, ça va être à surveiller. Donc, toutes ces annonces-là là, qui ont été faites, là, attendez de voir après ces fameuses rencontres-là du 28 juin, donc à la fin du mois, voir ce qui va en sortir de ça. Mais il ne faut pas prendre pour acquis que ça va être tout ce qu'on a vu, que ça sera ça, les F1 de 2026. En terminant, petit prix citron pour cette confusion qui a eu lieu vendredi dans notre service de transport en commun à Montréal, dans le métro. On annonçait là, dans la station Berry-UQAM que les activités entourant le Grand Prix de Formule 1 du Canada étaient annulées. On demandait aux gens de se retourner à la maison. On avait fermé la station du parc Jean-Drapeau. On disait qu'il n'y avait plus d'activité pour la journée. Heureusement, les gens ont tenté de s'informer de façon différente qu'avec leur cellulaire, les réseaux sociaux, et on voyait bien que la Formule 1 n'avait pas annulé l'événement, que oui, il tombait des orages, même de la grêle, mais d'annoncer comme ça, là, sans vraiment avoir l'information, quand on a énormément de personnes qui se dirigent vers le circuit, ce serait le fun qu'avant qu'on prenne les micros, qu'on soit capable d'être sûr qu'on va dire la vérité, mais aussi d'avoir des moyens de corriger la situation et de communiquer avec nos personnes qui décident
de prendre le transport en commun, d'être capable de leur communiquer que oui, la station va rouvrir à telle heure, ou on ne le sait pas pour l'instant, mais rester à l'affût, avoir une application quelconque qui aurait pu permettre aux gens de s'inscrire et de recevoir des communiqués. Vous savez, là, Montréal, on dirait qu'on commence à perdre un peu les réflexes là, avec la nouvelle administration de la ville, avec la mairesse Plante. On a l'impression qu'on commence à devenir une ville qui ne sait plus comment gérer des grands événements. Est-ce qu'on était capable de le faire par le passé? Oui, on était capable de le faire, mais là, je pense qu'on commence à perdre ces réflexes-là. On en a de moins en moins. On regarde juste ce qui se passe avec la PGA qui s'en vient en ville au cours de l'été. On avait promis d'avoir un pont pour permettre aux 35 000 personnes qui vont envahir l'île Bizarre, une île qui a 18 000 citoyens, qui va avoir 35 000 personnes tout au long du week-end. On avait promis d'avoir un pont qui est prêt. Finalement, il sera pas prêt. On essaye là, de composer avec ça. Donc, quand on veut travailler, on veut jouer dans les ligues majeures, Montréal est une grande ville, une métropole. Quand on veut jouer dans la ligue majeure avec des séries comme la Formule 1, comme la PGA, ben, il faut avoir des gens en place, des élus qui sont au service des citoyens, qui sont capables de livrer la marchandise. La mairesse Plante aime ça, promouvoir le service de transport en commun. Et c'est ce que les gens font lorsqu'on a un Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Les gens se rendent en transport en commun. Majoritairement, on ne prend pas notre voiture. Donc, il faut être capable de livrer la marchandise et de communiquer les bonnes informations aux gens lorsqu'il arrive des situations particulières comme des orages ou qu'on suspend les activités, eh bien de livrer les bonnes informations à nos usagers de transport en commun. Donc, c'est ce qui conclut l'actualité. Maintenant, passons aux séances de qualification qui avaient lieu ce samedi. Journée de samedi pour cette 43e édition du Grand Prix du Canada disputée à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve qui a vu ses 4,361 km être resurfacés. 65% d'un tour se déroule à plein régime. On peut atteindre des vitesses de 349,7 km à l'heure. 14 virages bien balancés autant à gauche que à droite et on a 3 zones DRS, ce qui peut favoriser les dépassements, même si ça peut être quand même assez complexe par moment. Mais on a des zones où on peut le faire, là, notamment à l'épingle, c'est là qu'on peut voir de temps en temps des pilotes tenter leur chance là, ou dans la grande ligne droite quand on veut revenir vers la ligne des puits et qu'on longe le bassin olympique. Qu'est-ce qu'on a fait sur les différentes voitures pour s'adapter au circuit de Montréal? Eh bien, plusieurs écuries ont travaillé, bien sûr, pour être sûr d'avoir le moins de traînées possible, justement, dans cette ligne droite-là qu'on mentionnait. Du côté de Red Bull, eh bien, on a corrigé notre aileron arrière. On a apporté un aileron avec des configurations où on peut avoir une plus grande latitude pour s'adapter aux conditions changeantes de Montréal. Donc, on a fait comme tout le monde, on a regardé la météo et on s'est dit, si jamais on veut avoir plus d'appui lors des qualifications et on veut quelque chose qui peut être nous suivre le long de la course, parce que vous savez, à partir des qualifications, on n'a plus jouer sur nos réglages. Donc, on voulait se donner plus d'options au cours du week-end là, pour, si jamais on veut jouer avec un peu plus d'appui en arrière, être capable d'ajouter du poids sur la voiture. Donc, c'est pour ça qu'on a apporté ce type d'aileron-là. On a aussi modifié Montréal, c'est un circuit de moteur, mais aussi un circuit qui est très difficile pour les freins. Donc, on a modifié les systèmes de ventilation pour le système de freinage. Donc, ça, plusieurs écuries l'ont fait et c'est typique là, lorsqu'on arrive au Canada, on fait ça. Puisqu'on parle de moteur, eh bien, Max Verstappen a eu des ennuis vendredi avec son système de récupération d'énergie. On n'a pas eu le temps d'enquêter pour trouver la source du problème. On n'a pas voulu prendre ce temps-là. On ne savait pas le délai que ça pourrait prendre à l'écurie. Donc, on a décidé de ne pas prendre de chance et de tout de suite changer le moteur pour un ancien. Donc, ceci signifie que Max Verstappen devrait être obligé de concéder quelques forces moteurs au cours du week-end, ce qui n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles quand on a tout. On a besoin surtout de toute cette puissance-là pour compléter des dépassements à Montréal et aussi pour être capable de résister aux attaques des autres. Donc, ça va être à voir. Est-ce que ça va finir par rattraper le Néerlandais au cours du week-end? Donc, parce que plusieurs écuries là, ont opté pour un moteur neuf, justement, si vous voulez savoir
qui en a un au cours du week-end. Eh bien, on avait Verstappen qui finalement est retourné à son ancien moteur. Perez, c'est un nouveau moteur aussi pour Hamilton, Gasly, Ocon, Albon, Ricardo, ainsi que Tsunoda. Donc à ce moment-là, on avait peut-être bien prévu le coup chez Red Bull, mais ce qu'on n'avait pas pensé, c'est qu'on pourrait avoir des troubles avec le système de récupération d'énergie. Donc on retourne avec l'ancien moteur. Du côté de Mercedes, eh bien, on a donné le même aileron que George Russell avait à Monaco. Maintenant, Lewis là, j'ai vu énormément de personnes qui circulaient cette nouvelle-là. Là. Il y en a qui étaient choqués. Il y en a qui prenaient cette information-là pour dire ah, Lewis Hamilton, c'est pour ça qu'il n'est pas capable de rivaliser avec George Russell, c'est qu'il n'a pas l'aileron avant. Eh bien, c'est lui qui l'avait refusé au dernier Grand Prix par peur de l'accrocher à Monaco et que ça vienne compromettre son week-end de course. Car si il avait fallu qu'il accroche son aileron avant en qualification et qu'on rechange l'aileron par après en situation de parc fermé, mais ça aurait tout de suite donné une pénalité à l'écurie et au pilote. Donc à ce moment-là, Lewis Hamilton ne voulait pas prendre le risque. Et du côté de Toto Wolff, mais on a dit qu'on l'a apporté à Monaco, mais c'était simplement pour la tester et que la différence de performance n'était pas vraiment significative sur un circuit comme celui de Monte-Carlo. On a aussi modifié la suspension. On veut avoir une suspension qui nous donne de meilleures performances. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre depuis l'effet de sol. Les écuries ont commencé de plus en plus à comprendre que c'était la grosse avantage que Red Bull était capable d'avoir, c'est au niveau suspension qu'on avait quelque chose qui se passait là qui nous aidait beaucoup à mieux répondre à l'effet de sol. Donc, tous les écuries se sont adaptées cette saison et on continue d'apporter des améliorations à ça. Et c'est ce que Mercedes a fait pour le week-end à Montréal. Et comme on le mentionnait, là, c'est coutume pour tous les écuries. On a aussi modifié notre système d'aération pour les freins. Du côté de Williams, bien, on a apporté quelque chose d'un peu plus concret. On a changé notre système de direction. Donc, on veut une voiture qui avoir une meilleure réponse. On veut que les pilotes soient capables de plus sentir ce qu'ils font, mieux sentir la piste. Donc, à ce moment-là, on a raccourci le bras de direction. Donc, on dit qu'on va être capable d'avoir de meilleures sensations et des réponses plus rapides. On a aussi modifié la suspension, question de la rendre plus légère. On sait que chez Williams, c'est un problème qu'on mentionne depuis le début, notamment par James Valls, directeur de l'écurie, qui disait que la raison pour qu'on n'est pas capable d'accéder à cette fameuse fenêtre de performance-là, on concède beaucoup de temps à chaque tour à cause que notre voiture est trop lourde. Donc, on continue d'aller dans ce sens-là. Mais on dit aussi que cette suspension-là va nous permettre d'avoir plus d'options pour être capable d'ajuster la voiture en hauteur, donc de la baisser, de la rendre plus basse, plus près du sol pour aller chercher des performances, mais aussi d'être capable de la monter ou de faire des ajustements pour être capable toujours d'accéder à cette fenêtre de performance-là. Donc, c'est ce qu'on a du côté de Williams. Du côté de Aston Martin, bien, on a modifié quelque peu l'aileron pour avoir plus de ballon. Même chose chez Mercedes, c'est ce qu'on dit que l'aileron avant va faire le plus pour nous, c'est d'aller chercher un meilleur ballon pour les pilotes. En Formule 1, c'est très important que les pilotes soient à l'aise pour être capables d'aller le plus rapidement possible. Donc, on ne doit pas avoir de nervosité. On doit être capable de se commettre dans les virages et de sentir qu'on ne va pas avoir le devant qui va vouloir tasser ou l'arrière qui va vouloir passer en avant de nous. Donc, le ballon, c'est toujours ce que les pilotes recherchent le plus. C'est ce qu'on entend le plus le vendredi lorsqu'on cherche à trouver les bons réglages, que chaque voiture, on dit c'est débalancé, je veux mon ballon. Donc, ça fait vraiment partie du vocabulaire en F1. Et c'est ce que cet aileron risque de faire chez Aston Martin. Du moins, c'est ce qu'on espère du côté de l'écurie de Lawrence Stroll. Montréal, eh bien, oui, c'est un circuit très difficile. C'est un circuit de moteur, de frein, mais aussi un circuit de pilote. Donc, c'est ce qui rend ça intéressant tout au long du week-end. Une petite erreur peut vous coûter extrêmement cher et notamment venir sortir une voiture de sécurité qui va venir s'en mêler. On a aussi
l'appui qui va être de la partie, qui a déjà fait des siennes depuis le début du week-end et qui risque d'être là aussi lors de la journée de dimanche. Pour l'instant, le fait qu'on a resurfacé la piste, eh bien, on dit que la piste sèche très vite parce que les voitures circulent, mais on a déjà eu des critiques là, pour du côté de l'égouttement de la piste. Donc, tout ce qui est pour venir sécher plus rapidement. Donc, on dit qu'en bordure de piste, il y a énormément d'eau qui s'accumule là. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être assez complexe là, si les voitures, ça vient assécher ou ce que les voitures roulent, mais si aussitôt qu'on sort de cette lignée-là, eh bien, ça vient compliquer l'adhérence. On vient qu'on patine et là, il pourrait y avoir des sorties de piste, notamment à la sortie au virage 8-9 pour les gens qui sont dans l'estrade 31. Vous avez déjà vu depuis le début du week-end qu'à la sortie du pont des îles, c'est très complexe pour les voitures d'arrêter là. Si on réussit, si moindrement on sort un petit peu, ben là, à ce moment-là, on prend l'eau et là, on se ramasse dans la zone de démarcation sur le gazon. On va faire un tour très, très proche des gradins. Donc, ça risque d'être à surveiller là, au moment de la course, surtout si la pluie commence. Ça pourrait venir causer des troubles. Montréal, c'est aussi un circuit où c'est toujours été difficile de faire monter les gommes en température. Donc, quand il pleut, ça vient encore plus un problème parce que les gommes sont constamment refroidies lorsqu'on passe dans l'eau. Vous pouvez même le voir à certains moments là, lorsque les pilotes trouvent que les gommes montent trop hautes en température. Bien à ce moment-là, on a tendance à dévier un peu de la trajectoire, question de mettre de l'eau sur nos pneus pour les refroidir. Bien, à Montréal, ça risque pas d'être le cas parce qu'on a déjà énormément de difficultés à monter nos pneus en température. Donc à ce moment-là, on risque de vouloir rester loin des zones qui ne sont pas asséchées. Donc encore là, ça risque de compliquer les dépassements et peut-être de venir ajouter de l'action aussi parce qu'aussitôt qu'on va dépasser de notre ligne, bien, on pourrait partir en tête à queue. Pour ce qui s'est passé là, des séances de célib, eh bien, les Mercedes ont été surprenantes depuis le début du week-end, depuis la séance de célib, surtout que là, ça s'est concrétisé plus dans la troisième séance, celle du matin. C'est eux qui ont été le plus rapides. Aston Martin montrait aussi des signes qu'on était présent pour le week-end. Ferrari, on a perdu du rythme. On avait l'air popé vendredi pour du moins ce qu'on a réussi à voir, mais dans la journée de samedi, c'est devenu beaucoup plus compliqué. On semblait se gratter un peu la tête sur même Charles Leclerc a mentionné, on est beaucoup trop lent. Donc, ça s'envisageait pas bien pour les séances de qualification et c'est ce qu'on a vu aussi que on n'était pas là au cours du week-end. On s'est retrouvé dans le trouble. Est-ce qu'on va être capable de compenser pour notre vitesse, de retrouver un peu de vitesse en mode course? Ça reste à voir. On avait quitté Monaco sur une bonne note. On pensait arriver à Montréal. On les comptait peut-être parmi les favoris, mais finalement, c'est pas du tout le cas. Pour ce qui arrive, pour ce qui est des qualifications, eh bien, en pole, c'est George Russell qui a décroché la pole avec un temps identique à Max Verstappen. Verstappen qui est venu un peu surprendre certaines personnes. Encore là, il a fait travailler sa magie. Il a failli être expulsé lors de la Q2, mais lors de son dernier tour, il a réussi à résister et à faire un temps pour sauver de la coupure. Et ensuite, là, lors de son dernier tour de la journée, en Q3, alors que personne n'a réussi à améliorer, eh bien lui, il a réussi à faire un temps identique. C'est seulement la deuxième fois que ça se produit en F1. Beaucoup se sont rappelés le fameux Grand Prix de Jerez en 1997 où Jacques Villeneuve, Michael Schumacher ainsi que Heinz Harald Frentzen avaient eu le même temps. Eh bien là, on a eu la même chose entre George Russell et Max Verstappen pour un temps de 1:12 pile. Donc, les deux sont en 1:12.000. Pourquoi George Russell part avant Max Verstappen? Eh bien, le règlement stipule que celui qui a enregistré un temps en premier, eh bien, son temps domine sur l'autre. Donc, en cas d'égalité, c'est lui qui partira premier. Il y en a qui m'ont écrit, ben, il ne pourrait pas les mettre un à côté de l'autre sur la grille de départ. Ben, ça pourrait peut-être être une idée, mais ça arrive tellement plus souvent que le règlement qui est écrit, c'est ça, puis ça n'a jamais été modifié. Donc, les deux partiront 1 et 2 malgré qu'ils ont enregistré le même temps. Mais ça promet pour demain parce que les trois pilotes qui ont fait le top 3, eh bien, ils sont séparés par seulement 0.021. Donc, c'est très, très près là, pour un top 3. Et c'est trois écuries différentes en plus qui ont réussi à enregistrer des temps aussi près que ça. Donc, demain, très dur de savoir là, qui va être capable de gagner ce Grand Prix-là. Je favorise quand même Red Bull
pour la raison simple, c'est que pourquoi qu'on a eu de la difficulté au cours du week-end encore, c'est on a des virages lents à Montréal. Je vous expliquais que c'est dur de faire monter les gommes en température et la Red Bull ménage ses pneus. C'est l'écurie qui use moins rapidement ses pneus normalement. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on contrôle bien la température des pneus et ça ne monte pas trop. On vient pas excéder la température permise qu'on devrait avoir pour avoir la meilleure performance. Donc à ce moment-là, ça fait que demain, on pourrait, oui, avoir de la misère peut-être au départ à gagner en performance, mais sur du long terme où ce que les autres risquent d'user leurs pneus peut-être plus rapidement, mais du côté de Red Bull, peut-être qu'on va être capable de les protéger plus longtemps. Donc je pense qu'en mode course, Max Verstappen pourrait probablement être plus dominant au volant de sa Red Bull. Il y a aussi le talent, il l'a prouvé, quand c'est le temps de passer à l'action, normalement il est capable d'être très très rapide, donc il pourrait causer des ennuis à George Russell. Ils se sont déjà accrochés par le passé aussi. C'est à surveiller dans les S de Senna ce qui va se passer. Est-ce que George va décider d'être très très agressif? Est-ce que Max va vouloir être agressif aussi en pensant qu'il doit absolument passer George Russell dès les premiers virages ou plutôt jouer une partie plus longue et attendre plus tard dans la course? Il y a aussi Norris qui va peut-être vouloir s'inviter avec des intentions que lui qui est troisième, suivi par son coéquipier Piastri qui a signé la 4e position. Très beau résultat pour Daniel Ricciardo, 5e. Je vous parlais en début d'épisode que Jacques Villeneuve est au réseau britannique Sky Sports, diffuseur au Canada sur le réseau TSN. Eh bien, il n'a pas mâché ses mots. Vous connaissez son franc-parler à Jacques, bien, il a dit que Daniel Ricciardo ne comprend pas pourquoi il est encore en F1 et qu'il n'a pas sa place là avec les résultats qu'il met, qu'on devrait faire la place plutôt à un gars comme Liam Lawson. Eh bien, Daniel Ricciardo dit ne pas avoir entendu ces commentaires-là. On peut en douter, mais ça semble avoir fouetté. Là. Il a vraiment été bon au cours du week-end. Il y a aussi le fait que ça faisait 1 an jour pour jour, 1 an plutôt, 10 ans jour pour jour aujourd'hui de sa première victoire en Formule 1 qu'il avait eu sur le circuit à Montréal. Donc, il se rappelait de ça. Il était très motivé pour ça aussi. En 6e position, c'est Fernando Alonso, suivi par Lewis Hamilton. Déception pour Hamilton, là, les partisans qui étaient là pour l'encourager, qui espéraient le voir avoir des bons résultats, ont peut-être eu été optimistes là, de voir ce qu'il était capable de faire tout au long du week-end. Puis là, finalement, on arrive en Q3 et il s'est passé quelque chose, pas réussi à lever les performances et être capable d'aller placer sa voiture derrière celle de George Russell, même s'il a été capable en Q1, Q2, semblait très compétitif, mais en Q3, ça a été plus compliqué pour lui. Donc 7e, Tsunoda 8e, un très bon résultat. Semble pas démotivé du fait qu'il n'a pas été pris en considération pour son poste chez Red Bull. Il semble plutôt motivé pour sa prolongation de contrat. Il veut continuer de prouver que c'est peut-être qu'une autre fois ou peut-être qu'une autre écurie pourrait se laisser tenter à la fin de son contrat qui se terminera à la fin de la saison 2025. Stroll, bonne performance pour le week-end, a semblé confiant. Il a eu des bons moments en qualification dans les essais libres. On voit qu'il travaille fort. C'est un circuit qu'il connaît bien. Il a eu normalement des bons résultats à Montréal. Fini beaucoup de top 10 aussi. Donc, c'est un bon circuit pour lui. Donc, 9e, c'est bon pour le pilote canadien. Albon, 10e, les Williams semblent bien améliorés. Où sont les Ferrari? Eh bien, c'est ce qu'on s'est demandé. 11e, Leclerc seulement. Très décevant. On a décidé de ménager des gommes, de décider d'aller avec des gommes usées. On a aussi concédé de la performance. Est-ce qu'on a joué de prudence? Mais on a voulu garder énormément d'appui, plus d'appui que supposé en cas de pluie dans la journée de dimanche, parce que ça fait partie des configurations aussi. Si on a décidé qu'on voulait avoir plus d'appui aérodynamique en cas de pluie, justement, ben, certaines écuries ont concédé de la vitesse. Ça ne semble pas être le cas du côté de Mercedes, de Red Bull, mais je pense que chez Ferrari, c'est ce qu'on a pu croire, lire entre les lignes quand Charles Leclerc a mentionné qu'on a fait une erreur, on a mal joué ça, on a concédé des choses. Donc, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'on parle. Sainz, tout juste derrière 12e, ce qui nous laisse croire que c'est vraiment la performance que les Ferrari avaient dans le ventre. Donc 11, 12e, pas capable de percer le top 10. Sargent, 13e. On voit que la Williams s'améliore, mais aussi que Logan Sargent semble confiant sur le circuit G9 parce que depuis le début du week-end, il semblait très motivé. Il semblait être capable
capable de bien performer, capable de mettre des bons tours ensemble, de ne pas faire partir en tête à queue ou de faire des erreurs. Donc, ça semblait bien pour lui en espérant qu'il continue dans ce sens pour dimanche. Magnussen, 14e, 15e pour Gasly, même si Alpine, à un moment donné, on semblait être assez compétitif, mais Pierre Gasly, 15e, c'est quand même un bon résultat pour eux, malgré les circonstances. 16e pour Perez. Perez, là, encore une fois, décevant, mais on pouvait s'attendre à Montréal que ça soit ça aussi parce qu'il a seulement atteint la Q3 3 fois sur 10 présence à Montréal. Donc, plus souvent qu'autrement, il n'atteint pas la Q3 et c'est ce qui est arrivé encore, mais il n'a même pas atteint la Q2 cette fois-ci. 17e pour Bottas, 18e pour Ocon qui partira dernier. On vous parlait de sa pénalité de 5 places. Eh bien, c'est ça, il partira dernier lors du Grand Prix. 19e pour Hülkenberg et 20e pour Guan Yu Zhou qui a vraiment connu tous les ennuis au cours du week-end. Il a frotté à peu près tous les murs, fait des têtes à queue à peu près tous les endroits possibles, notamment à la sortie du virage 1, endroit un peu particulier pour échapper sa voiture. Il semblait pas trop comprendre ce qui est arrivé. Ce qui laisse sous pression, toujours pas de contrat l'année prochaine, probablement c'est quasiment officiel qu'il ne sera pas chez Sauber l'an prochain. On parle d'Ocon chez Haas. Il avait été à un moment donné dans les rumeurs qu'il pourrait se retrouver du côté de l'écurie américaine. Donc, il commence à sentir là, que les taux se resserrent sur lui et que les possibilités pour l'an prochain ne sont plus vraiment au rendez-vous. Donc, il tente d'en faire un peu plus. Finalement, ça se traduit qu'il partira. Il partira pas dernier sur la grille demain, mais ça, c'est à cause de la pénalité d'Ocon. Mais sinon, ça aurait été la position qui l'aurait eu. Alors, en résumé, le tracé de Montréal, jumelé avec les conditions changeantes qu'on annonce pour demain, en plus d'avoir des intrus à l'extérieur du top 10, notamment avec les deux Ferrari ainsi que la Red Bull de Sergio Perez, ceci nous donne tous les éléments pour avoir un Grand Prix rempli d'action. C'est ce qui conclut notre épisode du samedi 8 juin. En terminant, je vous invite à venir nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Question de venir jouer avec nous le jeu des prédictions et prédire votre top 5 pour la journée de dimanche. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance à F1 Podcast. Notre prochain rendez-vous sera lundi, mais d'ici là, je vous souhaite un excellent Grand Prix.